J'aimerais vous parler de mes deux passions communes, la physique et la musique, dans mon étude sur les anches simples battantes pour la cornemuse, donc étude modélisation, on verra tout ça. Tout d'abord, un petit peu de contexte. Un bagad, qu'est-ce qu'un bagad? Un bagad, c'est un groupe de musiciens bretons qui est composé de plusieurs pupitres, donc percussifs, avant, et d'ailleurs le pupitre des cornemuses, dont je fais partie, je suis juste ici. Ça, c'est le bagad du Moulin Vert au championnat national des bagadous de première catégorie à Lorient. Une cornemuse, ici on a une photo de ma cornemuse. Il y a plusieurs parties dans la cornemuse. Il y a une poche ici qu'on gonfle d'air par l'intermédiaire du sutel ici, un lévriade qui permet de jouer des notes. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc les bourdons ici qui sont des tuyaux munis de ce qu'on appelle une anche, qui permet de produire un son de fréquence constante pour habiller la musique qu'on joue. Il y en a de plusieurs tailles. Nous, on s'intéresse au bourdon basse qui produit la fréquence la plus grave. Ici, on peut voir une vision démontée du bourdon basse avec ce qu'on appelle l'anche ici, qui est la partie qui crée le son qui nous intéresse dans notre étude. Plus en détail, une anche, c'est ça. Sortie du bourdon. On a un schéma plus détaillé en dessous qui nous montre son fonctionnement. Tout d'abord, on peut dire qu'une anche, c'est un cylindre semi-fermé, donc muni d'un bouchon à une extrémité ouvert à l'autre. Il y a un trou sur le côté qui sera à peu près ici, et bien sûr une lamelle qu'on peut voir ici, et qui est en noir ici, qui permet de créer le son attaché avec une attache ici et une rasette. C'est important, la rasette, on s'en servira plus tard. Le fonctionnement est le suivant: un flux d'air traverse le contour de l'anche et rencontre la lamelle. L'écoulement devient turbulent aux alentours de la lamelle et la lamelle est excitée mécaniquement et rentre en oscillation. Et donc nous, c'est ces oscillations qui nous intéresseront dans notre étude. Je rappelle que ça, c'est une anche simple battante, puisqu'elle est munie d'une seule lamelle, contrairement aux anches doubles, et elle vient battre contre son fût. On s'intéressera donc à la problématique suivante: comment la longueur de la lamelle influence la fréquence émise par l'anche simple battante, dans le cas de la cornemuse, pour notre cas. On va d'abord s'intéresser aux oscillations libres dans le cas des oscillations d'une poutre encastrée. Donc, exemple connu en physique, j'ai pris une règle en bois que j'ai fixée à la table, et l'idée va être de lui communiquer une hauteur initiale et de la lâcher sans vitesse initiale pour observer la fréquence qu'elle va émettre en fonction de sa longueur, pour réaliser une première approche des oscillations d'une lamelle, mais ici en oscillation libre. L'intuition première qu'on a, on a tous déjà essayé de faire cette expérience avec une règle à l'école. Plus la longueur de la règle est grande, plus le son émis est grave. Donc c'est l'hypothèse ici qu'on pourra vérifier par la suite. Et on a plusieurs facteurs d'influence pour cette étude, notamment la longueur de la lamelle, c'est ce qu'on veut caractériser. Également la hauteur initiale que je lui communique, et le nombre de tours de serre-joint, puisque je maintiens la règle à la table avec un serre-joint. L'acquisition est réalisée avec un sonomètre et relié à Lattice Pro, et je ferai une analyse de Fourier. Tout d'abord, le facteur d'influence qu'on va étudier est la hauteur initiale. Je réalise le montage suivant avec la règle ici et une autre règle verticale qui permet de repérer la hauteur initiale que je lui communique. On se place à une longueur de lamelle d'abord de 5 cm, puis de 15 cm, puisque c'est la bande de longueur qu'on utilisera par la suite. On prend un nombre de tours de serre-joint fixe et on fait varier l'ordre de grandeur de la hauteur initiale que je lui communique. C'est-à-dire que je vais faire deux séries de mesures. Tout d'abord, une en lui communiquant une hauteur initiale de l'ordre du millimètre, et une deuxième en lui communiquant une hauteur initiale maximale à la hauteur considérée. Ce qui me donne les points suivants. Tout d'abord, on a à 5 cm, donc pour 5 cm de longueur, pour de l'ordre du millimètre, on a une fréquence de 790,3 Hz. Pour 3 mm, on est à 778,6 Hz. Et j'ai voulu, dans la même expérience,
tiré de ceci des incertitudes pour mon expérience finale. Donc j'ai procédé de la manière suivante. La différence des deux est de 11,7 Hz. J'ai voulu ramener cette différence à la taille de la grandeur. Donc j'ai divisé la variation entre les deux par la moyenne des deux, ce qui me donne 1,5% de la valeur. Pour 15 cm, pour 1 mm de hauteur initiale, on est à 126,6 Hz, et pour 10 mm, donc le maximum, on est à 126,2 Hz, ce qui me fait 0,4 Hz de différence et 0,3% de la grandeur en incertitude. Donc j'ai choisi de prendre cette incertitude pour la suite de mes mesures. On passe au nombre de tours de serre-joint comme facteur d'influence. Ici, donc, je réalise le montage identique. Simplement, je vais faire varier l'angle de rotation de la vis de serrage. Et j'obtiens les points suivants. L'intuition que j'en avais était bonne puisque j'ai fait cette expérience car en essayant, en appuyant plus ou moins fort, j'avais remarqué que ça avait une influence. Et l'intuition était bonne effectivement puisque plus on serre la vis, plus la fréquence augmente jusqu'à un certain seuil, ici, qu'on peut estimer à peu près 2,5 tours. Donc je me suis dit, je vais prendre 3 tours pour la suite de mes expériences et je vais garder ce nombre de tours pour toute mon expérience préliminaire. Et j'ai réalisé enfin l'expérience finale donc de l'étude de l'influence de la longueur de la lamelle sur la fréquence, qui me donne le graphique suivant. Donc à 3 tours de vis et avec une longueur qui varie de 5 à 15 cm. Premièrement, l'intuition était bonne puisque la fréquence diminue quand la longueur augmente. On a déjà ça. Maintenant, on peut se questionner sur comment elle décroît, puisque en effet, elle a une certaine forme et on va chercher à caractériser justement la manière dont la fréquence décroît. J'ai voulu d'abord modéliser théoriquement les oscillations de la lamelle. Ici, ma recherche bibliographique m'a montré que le mode fondamental, qu'on peut identifier la fréquence du fondamental du son que la lamelle émet, dans le cas d'une poutre encastrée libre qu'on voit ici, cette fréquence s'exprime comme ceci, avec ici un coefficient que l'on peut exprimer avec nos données. Ici, donc la hauteur de la lamelle, l'épaisseur verticale, donc, qui est de 4,4 mm. La masse volumique de la lamelle, donc, qui est la règle, est de 712 kg par mètre cube. Également le module du bois utilisé, qui est de 12 x 10^9 pascal. Et ici, on a alpha 0 qui est une constante liée à la résolution de l'équation différentielle de mouvement d'un point de la poutre. Et elle, donc, c'est la longueur de la lamelle. On obtient un coefficient ici de 2,9 et on remarque donc que la loi nous donne que la fréquence est proportionnelle à 1 sur L au carré avec une pente de 2,9. J'ai donc voulu tracer la fréquence en fonction de 1 sur L au carré théoriquement. Donc j'ai calculé les 1 sur L au carré, j'ai tracé la fréquence en fonction de ceci. C'est les points verts qu'on voit ici. Et ce qu'on peut voir directement grâce aux incertitudes, c'est que c'est pas une droite, on n'obtient pas une droite. Donc je me suis dit, est-ce qu'il serait possible de déterminer un domaine de validité de cette loi? J'ai remarqué que les premiers points étaient assez alignés contrairement aux 3 derniers, donc j'ai essayé de réaliser une régression linéaire sur les premiers points sans les 3 derniers, ce qui m'a donné la droite rouge, qu'on peut voir à droite, donc une fréquence expérimentale proportionnelle à 1 sur L au carré, avec une pente de 2,7, alors que théoriquement on avait 2,9. On peut voir que les droites sont assez proches sur cette expérience, c'est assez cohérent. Et on peut sortir un domaine de validité donc de ce modèle qui est pour jusqu'à ce point, ce qui me donne que la loi est valide pour des longueurs supérieures ou égales à 7,9 cm. Maintenant, j'ai voulu expérimenter plus précisément dans des conditions plus réelles de la cornemuse, c'est-à-dire en oscillation forcée, puisque dans la cornemuse, nous sommes dans cette situation. L'anche est dans un habitacle et reçoit un flux d'air. Donc j'ai voulu faire la même expérience. J'ai opté pour une soufflerie pour créer ce flux d'air constant. C'est important qu'il soit constant. Et donc je place la lamelle dans l'habitacle et je mesure donc la fréquence émise. L'idée c'est de faire
varier la position de la rasette ici qu'on avait abordée tout à l'heure pour faire varier la longueur de cette lamelle et mesurer la fréquence qui en ressort. Pour réaliser ce montage, j'ai opté pour l'impression 3D puisque c'est une compétence que j'avais déjà. Et donc j'ai modélisé et imprimé moi-même un convergent qui permet d'adapter la section de sortie de la tuyère à mon habitacle, ici, qui permet d'accueillir l'anche posée sur son socle. Ici on a un trou ici qui permet à l'air de passer dans l'anche. Donc ce sont des conditions qui sont assez identiques à la cornemuse. Et on obtient le montage suivant. Ici on peut voir la soufflerie et le montage que je viens de décrire ici. Et on a une vision plus précise de l'anche ici. Donc l'expérience qu'on réalise, c'est qu'on retire le socle avec l'anche, on fait varier la position de la rasette pour faire varier la longueur de la lamelle vibrante ici, et on fait la même acquisition avec le sonomètre et la Tis Pro. Et on obtient la courbe suivante. Premièrement, on peut remarquer qu'une fois de plus, l'intuition était bonne puisque la fréquence diminue en fonction de la longueur. Mais on peut remarquer également un saut de fréquence ici. Et je me permets d'appuyer une certaine précision de la mesure puisque j'ai fait 3 séries de mesures à chaque fois et j'ai mesuré la longueur de la lamelle avec un pied à coulisse qui était précis au 50e de millimètre. Donc ici, j'en déduis que ce n'est pas une erreur de manipulation ou de précision, mais bel et bien un saut de fréquence de l'anche, environ à 40,1 mm de lamelle. Il pourrait être intéressant de l'étudier davantage. Je vais revenir dessus en conclusion, puisque en conclusion, on peut rappeler que nous avons, en oscillation libre, fait une première étude de la lamelle dans un régime libre, et nous avons étudié des facteurs influençant la fréquence qu'elle émet. Tout d'abord la hauteur initiale qui nous a permis de sortir des incertitudes sur la mesure. Également un nombre de tours de sergent. Nous avons ensuite déterminé un domaine de validité de la loi qui donnait une fréquence proportionnelle à 1 sur L au carré. Ensuite, on s'est intéressé aux oscillations forcées dans le cadre de la cornemuse. On a réalisé un montage qui imitait les conditions de la cornemuse, soufflerie, impression 3D, et on a mis en évidence la décroissance de la fréquence en fonction de la longueur. Maintenant, il y a quelques perspectives d'évolution à cette étude, bien sûr. Tout d'abord, les conditions expérimentales de l'étude, puisque la soufflerie, finalement, ne produit pas le même flux d'air que la cornemuse. C'est un flux d'air constant, mais pas aussi fort que dans la cornemuse, ce qui pourrait expliquer que l'anche ne fonctionne pas dans son régime normal, qui pourrait expliquer potentiellement le saut de fréquence qu'on a observé. Et également, on pourrait étudier un autre facteur, l'angle que l'anche décrit avec l'angle que la lamelle décrit avec l'anche au repos, puisque expérimentalement et par expérience, quand on veut régler l'anche sans toucher à la rasette, on peut placer un cheveu pour relever la lamelle sans faire varier sa longueur, et ça a une influence sur la fréquence. Merci de votre écoute.